De bouger, voilà. Écoutez, bonjour, on est ravis de vous accueillir pour ce dernier webinaire. Donc je pense que voilà, ça y est, vous avez peut-être fait toute la journée ou peut-être juste celui-là, mais en tout cas, si vous avez fait toute la journée, bravo pour les courageuses qui ont enchaîné les 5 webinaires de la journée. Et donc juste un petit rappel pour celles qui n'étaient pas là sur les autres webinaires. Donc nous, on représente avec Sarah Force Femmes, qui est une association qui accompagne gratuitement les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leur démarche de retour à l'emploi ou de création d'entreprise. Donc aujourd'hui, on vous propose vraiment un forum digital 45 ans et alors, autant pour le retour à l'emploi que pour la création d'entreprise. Et du coup, on a pour ce dernier webinaire notre invitée Amélie qui va donc traiter le thème de la reconversion professionnelle. Et donc, je vais laisser Amélie se présenter et présenter sa thématique. Bien, bonjour à toutes. Merci de vous rendre disponible du coup pour cette dernière conférence. Donc, ce n'est pas Amélie, mais Amandine, mais c'est pas grave, je ne m'offusquerai pas. J'interviens aujourd'hui du coup sur la partie reconversion. Aujourd'hui, je travaille pour un organisme mais de formation dans le tertiaire, basé à Villeneuve-d'Ascq, sur votre territoire. Mes Forces Femmes fait appel à mes services, non pas pour cette particularité, mais parce qu'avant d'atterrir côté organisme de formation, je travaillais en cabinet de conseil RH et j'ai donc eu à accompagner beaucoup de projets de reconversion et bien souvent sur du 45 ans et plus. Donc aujourd'hui, on a 1 heure pour traiter du sujet, un petit peu plus. On prendra, notez vos questions au fur et à mesure parce que comme vous êtes nombreuses, ça va être compliqué de faire quelque chose d'interactif et je m'en excuse d'avance. Néanmoins, à la fin du webinaire, il y aura mes coordonnées. Il ne faudra pas hésiter à me solliciter pour traiter des cas un peu plus particuliers si vous souhaitez échanger. Et puis, on prendra un temps d'échange de toutes les manières en fin de webinaire pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, je vais vous partager mon support. On nous demande quel organisme de formation. Et oui, je ne l'ai pas cité pour ne pas faire de la pub, c'est IFOCOP, Institut de formation commerciale permanent, mais qui est spécialisé dans le domaine tertiaire. Je vous en toucherai 2 mots en fin de formation, puisque c'est vrai que sur le public des femmes, bien souvent, on a des reconversions sur les métiers sur lesquels nous formons. Alors, l'approche d'aujourd'hui, elle va être initialement en 2 temps sur ce temps de webinaire, mais pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous envoyer des exercices voilà, que vous pourrez me demander par mail pour commencer à travailler sur votre projet de reconversion. Donc, une première partie sur tout ce qui va être de l'ordre des fondamentaux. On parle de quoi concrètement quand on parle de reconversion professionnelle? Vous verrez qu'elle n'est pas toujours complètement totale. Il y a des steps. Et puis, comment on la met en place et quels outils vous avez aujourd'hui à votre disposition pour pouvoir mettre en œuvre cette reconversion. Et la troisième phase, qui sera des exercices pratiques. Je voulais, avant qu'on démarre cette thématique, pouvoir vous présenter ce schéma qui image bien, je trouve, c'est pour ça que je l'ai choisi, le parcours que représente la reconversion. La reconversion professionnelle, déjà, est selon moi sous 2 axes, soit partielle, soit totale. Donc, ce que je vais appeler total, c'est un changement radical. Je suis assistante de direction, je veux devenir toiletteuse pour chiens. Je suis assistante de direction, je veux devenir commerciale dans le domaine du service à la personne. Et ce que je vais appeler la reconversion partielle, c'est un changement de métier, mais dans la même famille. Je suis assistante de direction et je veux virer sur l'assistanat RH. Pour moi, on est de l'ordre de la reconversion partielle parce que j'ai tout un socle de compétences déjà commun pour ce nouveau métier. C'est important de savoir où on se situe par rapport à ses envies parce que forcément, ce que le parcours va inclure en termes de démarche ne va pas du tout être le même. Donc déjà, le point de départ par rapport à la reconversion, c'est pourquoi j'ai cette envie. Donc ce que je vais appeler la première pastille, c'est-à-dire le constat de démarrage. Est-ce que c'est le marché de l'emploi qui m'impose une reconversion parce qu'aujourd'hui, sur mon poste, on recrute que des juniors, parce que j'étais dans une organisation, dans une entreprise qui avait une pratique de poste qui ne se fait pas forcément dans les autres entreprises? Est-ce que c'est du burn-out? Est-ce que c'est de la perte de sens? Enfin, peu importe le motif, le tout, c'est déjà de connaître son élément de départ. Une fois qu'on a l'élément de départ, eh bien, il va y avoir toute une phase d'analyse
d'où je pars, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'aime moins, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes idées, de quels besoins, quels sont mes besoins, puisque vous verrez que dans le projet de reconversion, il y a toujours une notion de faisabilité. Malheureusement, toutes les reconversions ne sont pas possibles et c'est un fait, et beaucoup, de personnes se lancent dans des projets de reconversion sans avoir étudié cette notion de faisabilité. C'est-à-dire qu'on part tout de suite tête baissée sur une activité qui a un fort sens pour nous, mais qui, du coup, en termes de faisabilité sur le marché pour pouvoir en vivre, eh bien, demeure extrêmement compliquée. Je pense à toutes ces formations très à la mode, le bien-être, en l'occurrence, la naturopathie, la sophrologie, toutes ces formations-là qui permettent plutôt de vivre à temps partiel avec des activités secondaires que de se générer un salaire, à temps plein. Vous verrez que dans cette phase d'analyse, hein, c'est une phase qui est difficilement, faisable seule et d'où l'intérêt d'avoir quelques outils pour pouvoir, travailler, eh bien, sur l'ensemble de votre parcours professionnel et de vos aspirations. En travaillant sur cette phase d'analyse, vous allez vous retrouver dans les 3 dernières pastilles, c'est-à-dire l'action, la décision et le cap vers la cohérence. C'est qu'une fois que j'ai trouvé le métier en concordance avec mes aspirations, est-ce qu'il est en phase avec le marché de l'emploi? Donc ça, c'est la notion, de prise de décision, c'est-à-dire qu'il y a une réalité entre un choix de cœur et un choix de raison. Je prenais l'exemple de la naturopathie parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai eu à accompagner. Donc, voilà, quelle est la réalité? Le bassin d'emploi en Hauts-de-France est assez vaste en fonction de là où j'habite aussi et de ma zone de mobilité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis prête du coup, à avoir 1 heure et demie de voiture matin et soir pour réaliser ce nouveau projet? Ou au contraire, est-ce que je veux me focaliser dans une zone de proximité? Parce que pour moi, c'est important. Et puis au-delà de ça, dans l'action, il y a aussi quelle action de formation je vais devoir mettre en place. On est dans un pays aujourd'hui très attaché au diplôme, ça je vous apprends rien. Les autodidactes, ont beaucoup de mal d'ailleurs parfois à retrouver du travail, faute d'avoir le diplôme en lien avec leur pratique professionnelle. Eh bien la reconversion peut être la même. J'ai eu un exemple très criant qui me vient en tête. Aujourd'hui, le secteur du tourisme est très impacté par, bien, par la crise économique et j'ai beaucoup d'agents de réservation qui souhaitent se reconvertir. Alors les agents de réservation, hein, ce sont les profils que vous voyez en agence, hein, donc qui proposent les voyages, qui vous font des devis, donc elles écoutent les besoins des clients et y répondent. En soi, si on regarde de très près les compétences de ces agents de réservation, on est sur quasi un copier-coller du métier d'assistante commerciale, à quelque chose près. Pour autant, demain, si elles candidatent sur des postes d'assistante commerciale, peu de chances qu'elles soient employables, toujours faute de cette case qui va bien, du diplôme en phase avec le métier, le futur métier, visé. Donc ça va être la même chose dans votre projet de reconversion. On peut avoir un socle de compétences au démarrage qu'on va utiliser et c'est quand même mieux pour que ça soit réaliste et faisable, hein. Néanmoins, ça passera par une action de formation qui peut être plus ou moins courte ou longue. Et là aussi, dans la prise de décision, il y aura des choix à faire. Quelle formation? Quelle durée? Quel financement? Est-ce que je peux me permettre d'être en formation 6 mois, 8 mois, 1 an, voire plus? Est-ce que j'ai les moyens financiers d'assumer ce parcours de formation? Puisque même si vous arrivez à trouver des modes de prise en charge de votre action de formation, quoi qu'il arrive, une action de formation, ça coûte en temps, ça coûte en énergie, ça coûte dans l'organisation de la famille parce que vous serez moins disponible, ça coûte en investissement aussi parfois de matériel, de livres ou autres, de frais d'inscription. Donc il y a forcément un coût, quel qu'il soit, et du coup ça s'envisage. Et une fois qu'on a mis tout ça dans notre checker et qu'on a bien réfléchi à tous ces axes, eh bien, c'est là où on prend la décision de se dire: «J'y vais ou j'y vais pas». Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le parcours que va représenter, le travail sur la reconversion si c'est ce que vous souhaitez, entamer. Alors la phase de démarrage, dans la phase analyse, le point de départ, c'est vous. Je disais tout à l'heure qui je suis, d'où je viens. Eh bien, la première chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est votre champ de compétences. Alors là, je ne vous poserai pas la question ouvertement, bien qu'elle soit posée avec un point d'interrogation, puisque vous êtes nombreuses, mais la première étape, c'est déjà de savoir de quoi on parle. 9 fois sur 10, quand je pose cette question, on me répond: «C'est du savoir-être,
c'est du savoir-faire, c'est du savoir-faire technique, c'est ce qu'on a appris sur le lieu de travail, c'est ce qu'on sait faire par rapport à un métier. Et c'est bien souvent très réducteur parce que votre domaine de compétence, votre point de départ est bien plus large que ça. La compétence au sens strict du terme et dans la définition RH d'ailleurs, hein, elle englobe tout ce que vous voyez à l'écran. Il y a vos savoirs. Alors, ce que je vais appeler de l'ordre du savoir, c'est vous pouvez avoir une activité extra-professionnelle ou être extrêmement curieuse dans un domaine et de fait avoir des connaissances dans un domaine qui n'est pas votre secteur professionnel. On est déjà dans de l'ordre de la compétence. Quand on sort de formation, si on est sur une formation qui est 100% théorique et qui n'a pas de stage en entreprise, on est dans de la compétence puisque c'est du savoir. Donc, quelle est ma zone de savoir par rapport à cette nouvelle cible? Ensuite, on va retrouver votre première réponse, que je vais appeler le savoir-faire. Le savoir-faire, il va se distinguer en deux parties. Il va y avoir le savoir-faire métier, ce que je vais appeler le technique. C'est rattaché à un seul métier et c'est quasiment intransférable parce que c'est propre à une fonction, à un environnement, à un poste de travail et à une entreprise. Puis, ce qu'on va appeler les savoir-faire transférables. Je peux du coup avoir des compétences dans mon poste qui vont pouvoir être réexploitées dans un autre. Ce qu'on appelle les compétences transverses. Vous pouvez avoir le management, vous pouvez avoir la bureautique, vous pouvez avoir la communication. Il y a une multitude de compétences qu'on peut réexploiter dans tout autre type d'autres emplois. Et le dernier axe, et les 45 ans et plus, vous êtes bien souvent victime de la représentation de ce dernier axe qui est le fameux savoir-être. Ce qu'on va appeler les comportements, le relationnel, la capacité d'adaptation et d'autres qualités. Pourquoi je dis que vous en êtes victime? Parce que dans les représentations RH, le senior à 45 ans et plus, eh bien, est peu adaptable, est sûr de ses compétences, ne va pas s'adapter à un environnement extrêmement changeant régulièrement, n'est pas à l'aise avec les nouveaux outils de communication, etc., etc. Donc, à partir du moment où vous savez de toutes les manières que cette représentation existe, eh bien, dans vos argumentaires, dans vos lettres de motivation, dans vos préparations aux entretiens, forcément, la posture et le positionnement va être entre autres de casser ces représentations pour montrer que c'est pas parce qu'on a 45 ans et plus qu'on n'est pas adaptable, qu'on ne sait pas faire du travail en équipe et qu'on ne connaît pas les nouveaux outils de communication et bien d'autres représentations qui peuvent être négatives. Donc, dans les exercices que j'aurai à vous proposer à la fin de l'atelier, pour celles qui souhaitent les récupérer, je vous fais travailler sur ces 3 axes-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser sur son parcours professionnel et se poser les questions. Les missions, les tâches, les activités, dans quel environnement je l'ai exercé, à quelles compétences ça a fait appel, à quel savoir-être ça a fait appel, etc., etc. C'est comme le fameux entretien de recrutement où on vous demande de citer 3 qualités, 3 défauts. C'est pas le tout de les citer. Ce qui est intéressant, c'est de les mettre en lien avec des réalisations professionnelles et bien concrètes, des situations vécues. Et pour ça, il n'y a pas de secret. On est obligé de se poser et d'analyser ce qui s'est passé dans l'ensemble de son parcours professionnel. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire pour pouvoir savoir eh bien d'où je pars et où je veux aller. Dans le projet de reconversion, la première pastille était l'état de constat. En fonction du constat de démarrage, forcément, la motivation ne va pas être la même. J'ai eu à accompagner là récemment des candidats qui allaient sur les métiers de ma sœur, dont le projet professionnel était de se mettre à leur compte à l'issue de la formation. Et dans la notion de faisabilité, il y avait le conseil quand même de se dire, avant de se mettre à son compte, c'est quand même bien de comprendre le fonctionnement d'une structure et de se faire à son nouveau métier. C'est-à-dire que le projet professionnel de reconversion, pour moi, il est en 2 temps. Il y a un premier poste salarié à avoir, on s'aguerrit de ses nouvelles compétences et ensuite on se lance en indépendant. Eh bien, la motivation, là, de ce premier poste, par exemple, et de ce projet de conversion, est quand même complexe parce que quelque part, il y a une obligation en transition qui n'était pas de l'ordre de ce que la candidate avait envisagé. Cette fameuse session d'emploi salarié, pour elle, ce n'était pas dans son scénario de démarrage. Donc, tout ça pour vous dire que la reconversion peut passer par plusieurs phases et n'est pas forcément
tout de suite atteignables. On peut avoir des projets qui vont se réaliser en 2 temps, 3 temps, moyen terme, long terme. C'est-à-dire que quand on raisonne en termes de reconversion, la motivation doit être en lien avec ce processus et assez claire dès le démarrage. L'idée étant de ne pas se fourvoyer sur les finalités professionnelles. Donc, sur les motivations ou les raisons qu'on peut retrouver dans la reconversion, je voulais en partager quelques-unes avec vous. Donc, constat et pourquoi. C'est quoi ma motivation profonde? Et c'est ce qui va vous donner l'énergie d'ailleurs pour la mettre en place, hein, avec toutes les contraintes que ça impose, parce que clairement, la reconversion professionnelle, c'est un vrai acte d'engagement qui prend du temps et qui se met rarement en place assez rapidement. À partir du moment où vous lancez dans ce processus, on est sur un travail de fond qui peut aller entre 6 et 18 mois en fonction de ce que vous allez choisir de mettre en place. Donc, dans les motivations que j'ai eu à traiter le plus souvent, on va avoir tout ce qui est de l'ordre de donner du sens à son activité professionnelle, le désir d'épanouissement qu'on retrouve de plus en plus, le fait de fuir un environnement stressant ou anxiogène. C'est important de se les poser, ces motivations, parce que l'idée, c'est pas de recibler un nouveau poste qui va vous remettre dans les mêmes contraintes que celles pour lesquelles vous souhaitez vous reconvertir. Posez-vous aussi parfois les bonnes questions. Dernier atelier pour Force Femmes, j'avais une dame qui avait fait de l'insertion professionnelle, donc avait été conseillère et qui ne voulait plus du tout faire ça et qui voulait partir sur un poste de secrétaire assistante. Et en creusant, le burn-out et le dégoût de son poste étaient plutôt liés à l'environnement de travail, à l'organisation de l'entreprise dans laquelle elle était, plutôt qu'à ses aspirations personnelles. Et donc, ce même métier effectué dans un autre environnement prenait un tout autre sens. Donc, il y a aussi ce type de facteurs à prendre en compte. Le dernier contexte professionnel que vous avez vécu n'est pas forcément représentatif de l'exercice du métier dans lequel vous avez été. Chaque poste est particulier en fonction de l'organisation d'une entreprise, des collègues avec lesquels on travaille, du type de management, du type d'entreprise. Donc, fuir un environnement stressant ou anxiogène, ce n'est pas forcément lié à la fonction que vous avez exercée, ça peut être lié aussi au type d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller enquêter aussi sur le même métier que vous avez exercé, mais dans d'autres environnements avant de vous lancer dans cette démarche. L'envie d'évoluer aussi. Là, sur les évolutions, on est plutôt sur de la reconversion partielle que totale. C'est-à-dire qu'on va être dans de la continuité. J'ai été assistante polyvalente. Je vais aller sur une formation de niveau Bac+3 en ressources humaines pour piloter des choses dans les ressources humaines. J'ai été commerciale et je veux passer responsable commercial. Enfin, voilà, d'avoir des postes qui vous permettent de sortir du côté très opérationnel et d'avoir plus de responsabilités. Le fait d'avoir aussi besoin de nouveautés, hein. On n'est pas des robots. J'admire les gens qui sont capables de se projeter sur 15 ans, sur 20 ans, sur le même environnement, le même poste. Mais aujourd'hui, dans la dynamique RH, on est plutôt sur un changement de poste et de mission à peu près tous les 5 ans. C'est ancré dans les mentalités et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est acté dans le code du travail et dans la loi, suite à la dernière réforme de la formation qui lance cette dynamique de se saisir de sa carrière professionnelle et d'aller toujours se saisir de compétences complémentaires ou de changements, avec des congés de formation qu'on peut prendre en étant salarié ou tout simplement avec le fait d'avoir un CPF qu'on peut utiliser en totale autonomie en dehors de son temps de travail pour pouvoir mettre en place des projets différents que ceux d'actualité. Donc aujourd'hui, c'est quand même pas une tare de vouloir évoluer et d'avoir des changements sur son CV. Là où avant, d'avoir un parcours qui pouvait être très volatile, pouvait être très compliqué pour les RH. Aujourd'hui, ça peut avoir du sens. Encore faut-il pouvoir expliquer ces mobilités et bien évidemment qu'elles aient un sens et un travail profond. À partir du moment où on sait se saisir de ce changement de poste et l'exprimer, c'est pas un souci en soi. Une fois qu'on a les motivations, on est toujours dans l'élément de départ, hein, donc le fameux constat. Donc la première étape pour vous, c'est la page blanche. Pourquoi? Tiens, si je devais me reconvertir, c'est quoi les raisons? C'est le salaire, c'est j'arrive pas à retrouver du travail, c'est voilà, faites-vous votre petit brainstorming. Qu'est-ce qui pourrait motiver votre projet de changer de travail et d'environnement de travail?
la définition de votre projet pour pouvoir aller sur ces axes-là. Même si sur ma page blanche, j'ai mis les raisons du pourquoi j'avais envie de ce changement, qu'est-ce que je suis prête à mettre en place par rapport à ce changement? Est-ce que je veux des petits ajustements, c'est-à-dire plutôt de la reconversion partielle, rester dans la même famille de métiers, ou est-ce que je veux quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, justement, quitte à me lancer dans un projet de reconversion, je repars à zéro et je vais sur totalement autre chose. Euh, c'est important de se poser ce type de questions parce que je vous disais, en fonction de ça, bien l'énergie n'est pas la même. Un projet de reconversion implique de passer du statut de senior au statut de junior. Non pas la senior de par l'âge, mais junior de par votre nouveauté dans ce nouveau métier. Est-ce qu'à 45 ans ou plus d'ailleurs, j'ai envie d'avoir cette place de junior dans une entreprise? Est-ce que je suis prête à avoir cette place de junior dans cette entreprise? Et qui plus est, si j'ai une place de junior, forcément, j'ai un système de rémunération qui va y être associé. La majorité des reconversions, il faut le savoir quand même, ne permettent pas de rester sur la même ligne salariale. Ça, c'est important à entendre. La plupart des reconversions amènent dans un premier temps une perte de salaire. Le temps justement de passer de cette phase de junior au statut de confirmé. Donc, ça peut varier 3, 5, 10 ans avant de retomber sur une reconnaissance professionnelle dans un nouveau secteur. Hormis si vous allez sur des activités indépendantes, typiquement la toiletteuse pour chien dont je prenais l'exemple, elle, c'est un projet de création d'entreprise, donc on est encore dans un autre schéma. Mais à partir du moment où on est sur de la reconversion associée à un système RH traditionnel, recrutement dans une entreprise, on rebascule forcément en tant que junior. On a bien évidemment, en tant que senior, par rapport à l'intégralité de son parcours professionnel, des points forts qui nous permettent de pouvoir du coup faire la différence par rapport à un autre candidat. Néanmoins, ces points forts, s'ils ne sont pas valorisants pour ce nouveau poste, ne vous permettent pas d'avoir des billes pour pouvoir négocier le salaire et le faire bouger. Donc, sachez que quand même, dans la majorité des cas, on est plutôt sur une baisse de salaire. De quelles envies vous avez, Est-ce que vous voulez un travail de bureau? Est-ce que vous voulez un travail de terrain? Est-ce que vous voulez un travail d'équipe? Est-ce que vous voulez un travail qui fait appel aux langues étrangères? Est-ce que vous voulez un travail polyvalent? Sur cette page blanche, à ce stade-là, tout est possible. Lâchez vos envies. Et puis, en complément de ça, au-delà de tout ça, c'est d'où je pars, c'est quoi mon champ aussi de compétences, donc les fameux exercices que j'évoquais. Pour vous aider, je vous invite à aller sur le site internet. Alors, il est mis en place par le Conseil régional Île-de-France, mais il est accessible à n'importe quel candidat en France entière. Les Hauts-de-France ont peut-être l'équivalent d'ailleurs en termes de site, mais ça s'appelle Oriane. Et c'est un site où vous allez trouver des petits questionnaires de centre d'intérêt, de motivation, qui peuvent vous permettre déjà, si vous ne savez pas du tout par où commencer, où aller, quoi faire, eh bien d'avoir des points d'éclairage sur les secteurs d'activité qui pourraient vous intéresser. Vous avez aussi une multitude de fiches à votre disposition qui peuvent vous aider. Et ça, c'est des ressources qui donc peuvent être intéressantes à mobiliser. Dans les autres outils, cette phase d'analyse, elle est pas facile à faire seule. Donc, vous pouvez vous baser d'autres outils, donc soit via des sites internet qui vous proposent des questionnaires, une multitude d'outils numériques à votre disposition pour travailler. Vous allez retrouver Clédou, Nouvelle Vie Pro, Orientation Carrière, qui sont du coup des ressources qui vous permettent de pouvoir aller chercher de l'information et pareil, par des petits questionnaires, commencer à avoir des points d'éclairage. En tant que demandeur d'emploi, vous avez un troisième axe. Je vais vous en présenter deux sur ce troisième axe, un gratuit, un payant. Le gratuit va être ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Donc, vous avez le droit et donc tout salarié et demandeur d'emploi a le droit à ce conseil en évolution professionnelle. Ça peut être l'APEC selon votre statut. Alors, à savoir que pour bénéficier du conseil en évolution professionnelle, il n'y a pas besoin d'avoir été cadre forcément pour mobiliser l'APEC. Si le projet professionnel vers lequel vous souhaitez aller fait appel à ce futur emploi à un statut cadre, l'APEC peut répondre à ce type d'accompagnement.
Pôle emploi, pour votre cas, va avoir une prestation qu'on appelle Active Projet. Donc, Active Projet, c'est la version gratuite du conseil en accompagnement en évolution professionnelle, qui est une prestation qui dure en moyenne 8 semaines, où Pôle emploi sous-traite cet accompagnement auprès de cabinets de conseil RH. Et vous allez avoir des consultants à votre disposition pour travailler sur votre projet professionnel et vous aider à le structurer. Donc, la première étape, si on ne veut pas être seul et qu'on n'a pas d'idée, ça peut être de faire la demande auprès de son conseiller Pôle emploi de bénéficier de cette prestation qui s'appelle Active Projet. À l'issue d'Active Projet, il y a une note de synthèse. Vous allez travailler sur plein de choses pendant ces 8 semaines et qui va vous donner des pistes d'orientation sur différentes pistes professionnelles au vu des tests que vous aurez passés et des échanges avec le consultant. Et à l'issue de cet Active Projet, ça aide à la prise de décision, à savoir est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Comme toute prestation gratuite, ça a ses limites. 8 semaines, c'est très court, il y a peu de rendez-vous avec le consultant, donc ça demande beaucoup de travail en parallèle pour pouvoir avoir un point d'éclaircissement. A contrario, vous avez un un outil qui est payant pour le coup, finançable avec votre compte personnel de formation et qui est bien plus profond en termes, je dirais, de travail sur le projet. Déjà, c'est au sens du code du travail, c'est une action de formation. C'est réglementé via le code du travail, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut dans cette prestation. C'est ce qu'on va appeler le bilan de compétences, où là, on va être sur un travail de fond qui va être étalé entre 3 et 4 mois avec un consultant, donc d'un cabinet que vous aurez choisi. Ces consultants peuvent être ou non psychologues du travail, ce n'est pas une obligation. La seule différence, c'est qu'un psychologue du travail a de fait, de par sa formation, des habilitations à faire passer une multitude de tests. Que des consultants n'ayant pas la mention psychologue du travail n'ont pas et donc doivent passer par des formations complémentaires pour être habilités à vous faire passer certains tests. Sur ce travail de fond, on est sur une prestation de 24 heures. Alors 24 heures, ça va correspondre à peu près entre 16 et 18 heures de face à face avec un consultant expert par créneau de 2 heures. Le reste des 24 heures, c'est du temps de travail personnel que vous allez fournir. Et donc, on repart de votre parcours scolaire jusqu'à aujourd'hui et on décortique tout. Voilà, le pourquoi du comment, pourquoi vous avez fait tel type de choix, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Aujourd'hui, vos motivations, vos aspirations. Les tests peuvent donner aussi des points d'éclaircissement. Enfin, voilà, on rebalaye tout avec quelqu'un qui, du coup, va être en miroir pour pouvoir vous pousser dans votre réflexion et dans cette analyse. Donc, on est à peu près sur 3-4 mois de travail avant d'arriver à un résultat efficient. Là aussi, comme pour Active Projet, vous avez une note de synthèse avec un plan d'action pour mettre en place le projet de reconversion qui a été initié. Donc, on est sur deux choses, deux versions de projet. J'ai beaucoup de candidats ou de candidates qui sont passés préalablement par Active Projet, estimant qu'Active Projet, ce n'était pas suffisant, donc vont aller sur un bilan de compétences. Certains Active Projet, ça s'auto-suffit. Ça dépend un peu de votre point de départ et de là où vous en êtes. Le bilan de compétences peut être aussi un outil de valorisation. Quand je sors d'une période de chômage, de contexte professionnel délicat, que je suis plus trop sûre non plus de ce que je vaux, parce que ce qu'on me renvoie en tant que senior n'est pas forcément extrêmement positif, le bilan de compétences peut aussi avoir cette utilité-là, c'est-à-dire à un moment donné de faire un point sur sa carrière et de bien se connaître, point fort, point faible, et de pouvoir du coup, quelque part être reboosté comme je dis, et recharger à bloc pour pouvoir mieux se vendre. Donc, ça ne va pas être forcément qu'un outil utile pour la reconversion. C'est un outil de gestion de carrière de façon générale et qui permet de la valorisation, faire un point sur sa carrière ou d'étudier des projets de reconversion. Vous avez en complément de ça la première étape qui est votre fameux code ROM. Alors, je ne peux pas vous poser la question puisqu'on est nombreuses, mais le code ROM, pour celles qui s'en souviennent, quand vous êtes inscrite au Pôle emploi, votre conseiller Pôle emploi, votre conseillère a peut-être eu un petit moment de solitude pour trouver dans quelle case vous mettre. Et cette fameuse case liée à votre dernier poste s'appelle le code ROM. Donc, ce qu'on appelle le code ROM, c'est le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. C'est une classification
qui est plutôt bien faite pour le coup, qui correspond à une lettre et 4 chiffres. Donc, soit c'est une définition d'un métier, soit une famille de métiers. Et donc, le point de départ pour déjà faire un point sur son dernier poste, c'est celui-là. C'est quoi mon code ROM? C'est quoi ma fiche métier? Pour la trouver, vous allez sur Google, vous tapez fiche métier avec le nom de votre poste et vous allez trouver du coup cette fameuse lettre avec 4 chiffres derrière et c'est sous un format PDF. Pourquoi je vous invite à vous positionner déjà sur votre fiche métier? Eh bien, c'est aussi la fiche métier, c'est le point de départ. Déjà, vous verrez que dans la majorité des cas, eh bien, vous savez faire bien plus que ce que le métier prévoit. Et ça, c'est plutôt agréable quand on fait un point sur soi-même. Et puis, ça permet, si on est en recherche d'emploi aussi sur le même métier, hein, de connaître ses points forts par rapport à un standard de métier. Moi, j'ai telle et telle compétence supplémentaire par rapport au standard du métier. Donc, de fait, mes points forts se situent à cet endroit-là. Par rapport à la reconversion professionnelle, ce qui est intéressant sur cette fiche métier, c'est que vous avez un onglet sur cette fiche métier qui s'appelle mobilité professionnelle. La mobilité professionnelle qui est proposée sur cette fiche va vous être proposée à court terme et à long terme. C'est-à-dire que cette nomenclature croise dans les fichiers toutes les compétences et vous propose, par rapport au socle de compétences que vous possédez déjà, des métiers vers lesquels vous pouvez vous positionner, qu'on estime plus ou moins proches. Alors, la plupart nécessitent un plan de formation pour y arriver, mais ça veut dire que ce sont des métiers avec lesquels vous avez un point de départ, des compétences qu'on va appeler les fameuses compétences transférables. Donc, s'il n'y a pas d'idée, ça peut être un moyen de regarder, voilà, à travers cette fiche, tiens, qu'est-ce qui a été pensé, imaginé et proposé. Et puis, même système, ça va vous renvoyer à d'autres fiches métiers que vous allez analyser, lire, etc. Donc, la première recherche sur les métiers, elle est essentiellement documentaire. Donc, c'est de prendre des informations sur l'environnement de travail, les conditions d'exercice, les tâches, les missions, les activités, puisque c'est 3 choses différentes, l'environnement de travail dans lequel ce type de poste s'exerce. Et pour ça, les fiches métiers sont relativement bien construites. Vous avez aussi, et bien souvent, les adultes de façon générale, même 45 ans et moins, pour le coup, c'est pas forcément 45 ans et plus, ont tendance à l'occulter parce que ce nom ne fait pas écho pour vous. C'est ce qu'on va appeler le CIDJ, le Centre Information Documentation Jeunesse. Alors forcément, comme il y a le J de jeunesse, on a tendance à se priver de ce type de ressources. Or, pour vous, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or d'ailleurs pour toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir, quel que soit leur âge. Vous avez des vidéos sur les métiers, vous avez des études sur les métiers à venir ou en tension ou qui sont en train d'évoluer. Vous avez aussi ces fiches métiers, vous avez des témoignages, enfin de la matière pour vous, pour pouvoir vous aider à voir éventuellement les pistes vers lesquelles vous pourriez vous orienter. Amandine, est-ce que vous pouvez juste me redire le nom, comme ça je peux le chercher sur Internet et mettre… CIDJ, Centre Ok. Information Documentation Jeunesse. Super, merci. Et donc, du coup, n'hésitez pas, puisque ce n'est pas ouvert qu'aux jeunes. C'est pour ça, je vais le mettre dans le chat. En soi, jeune, on peut avoir 45 ans et plus et pour autant être jeune. Ça, c'est qu'une question de représentation. En tout cas, vous ne privez pas de ce type de ressources. C'est important. Alors, dans la prise de décision, quand vous allez commencer à étudier ce que je vais appeler les avantages et les inconvénients de votre futur métier, là aussi, page blanche. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? Si je change de métier, je vous ai dit que dans le principe de reconversion, la notion de salaire, en règle générale, est un acte. Donc, pour pouvoir identifier ce type de cible, il va y avoir l'analyse des offres d'emploi. J'habite à tel endroit, je suis mobile à 45 minutes, 1 heure de chez moi. Que dit le marché de l'emploi? Que disent ces offres sur ces nouveaux métiers? Est-ce qu'il y a des offres pour les débutants? Quels sont les salaires proposés? Voilà, d'avoir une petite analyse. Tiens, il n'y a pas ce type de poste dans mon environnement, donc ça veut dire je m'étais fixé 45 minutes, c'est plus 1 heure et quart ou plus d'1 heure pour pouvoir atteindre ce type de poste. Je pense à l'import-export
l'assistanat import-export, souvent, on est proche des frontières et on n'est pas en cœur de ville sur ces postes-là. Parce qu'on travaille beaucoup avec les douanes, entre autres, sur ce type de poste. Donc forcément, en fonction de là où j'habite, je suis peut-être loin de ce type de poste. Pour autant, ça peut me correspondre. Donc avantages, inconvénients et sur cette liste d'avantages et inconvénients, bien, du coup, est-ce que je m'y retrouve? La reconversion a aussi forcément un impact, sur l'environnement, familial et c'est important que l'environnement familial vous épaule dans cette démarche. Reprendre un parcours de formation, quel que soit l'âge qu'on a, c'est pas neutre et c'est pas quelque chose de simple. On n'est pas dans un confort de formation, initial où c'est de la continuité, et où toute la mécanique d'études, d'apprendre des choses, voilà, du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, est encore en place. On sort de ce contexte professionnel pour revenir, sur les bancs de l'école et quels que soient les centres de formation, quand bien même, vous pouvez être dans des centres de formation pour adultes, ça fait appel à des phases de doute, qui peuvent être assez importantes. Parce que forcément, le rythme d'apprentissage à remettre est pas simple. D'ailleurs, nous, l'ensemble de nos parcours commence par une vidéo qui s'appelle «Apprendre à apprendre». C'est-à-dire qu'on doit se mettre dans certaines conditions pour pouvoir être en capacité, d'engendrer tout ce savoir qui arrive. Et forcément, quand je vous dis du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures pendant 3, 4, 5, 6 mois, c'est quand même beaucoup et lors de ces moments de doute, bien évidemment, les responsables de formation ou le personnel encadrant dans les centres de formation, sont là pour accompagner votre progression pédagogique, mais ça ne vaut pas un soutien familial ou proche par rapport à ce projet. C'est extrêmement compliqué de se lancer dans un projet de reconversion quand, l'environnement est contre cette reconversion. Parce que ça rajoute une difficulté et un stress complémentaire. Forcément, quand on ne vous accompagne pas dans cette démarche, quand vous passez le pas de l'école, c'est un peu compliqué de pouvoir du coup mener de front, les apprentissages à la maison, la nouvelle recherche d'emploi, plus les difficultés que vous allez rencontrer dans le parcours de formation. Donc ce projet de reconversion, il faut l'inclure dans votre environnement. Famille, amis, peu importe la cible que vous allez choisir pour vous épauler et vous encourager dans cette démarche-là, mais c'est important. Ils peuvent aussi avoir, de bonnes idées. Alors pas toujours, je dis attention parce que les gens qui sont proches de vous ont une vision de vous, qui n'est pas toujours réaliste par rapport, à qui vous êtes dans le monde du travail. Et donc, et même humainement, tout simplement, voilà, n'ont pas la représentation de vous, contexte pro. Et donc, peuvent avoir des idées qui sont pas toujours les bonnes, mais on peut avoir pour autant aussi des pistes de réflexion pas inintéressantes sur des métiers sur lesquels on vous verrait travailler. Donc, l'environnement peut être aussi intéressant à solliciter, comme ça, toujours dans votre page blanche de démarrage sur tiens, si je devais changer de métier, tu me verrais dans quoi? Donc parfois, vous allez avoir des réponses un peu olé olé, mais parfois vous pouvez avoir des pistes sur des métiers auxquels vous n'auriez pas particulièrement pensé et qui peuvent pour autant correspondre, à vos fameuses, contraintes, avantages, inconvénients, aspirations, et donc trouver des voies professionnelles aussi, par ce biais-là. En tant que demandeur d'emploi, avant de prendre la décision, donc j'ai parlé de tout ce qui va être, enquête, documentaire, donc CIDJ, les fiches métiers, les vidéos sur les métiers, ce que je vais appeler même les enquêtes métiers, c'est-à-dire aller interroger des professionnels, parce qu'il y a rien de mieux que d'aller échanger avec des gens qui occupent, les emplois visés, que vous souhaitez viser. Pourquoi je vous invite à faire ce type de démarche? C'est qu'aujourd'hui, je vous mets au défi de me trouver une fiche métier qui parle de façon négative du métier. J'en cherche encore, donc si vous en trouvez, je suis preneuse. Ça me permettra de plus dire cette phrase, mais globalement, on est quand même sur des fiches standards qui ne présentent pas le métier sous un angle qui peut être négatif. Je pense à un métier
qui est un très beau métier, qui s'appelle le métier de conseil en évolution, enfin de conseiller en insertion professionnelle, hein, dont le principe est d'aider les gens à retrouver du travail avec une prise en charge globale sur plein d'aspects différents. Ça peut être l'aide au logement, ça peut être, voilà, il y a un côté social associé à la recherche d'emploi. En soi, c'est un métier plutôt gratifiant, vous aidez les autres, c'est plutôt chouette. Ce qu'on ne vous dit pas sur ces fiches métiers, eh bien, c'est que c'est un métier où, niveau empathie, c'est extrêmement difficile, que les gens mettent beaucoup de poids et de pression sur vos épaules, par rapport à leur finalité professionnelle, comme si vous étiez, quelque part, un magicien avec une baguette magique pour leur retrouver, un emploi ou des solutions à leurs problématiques, et que c'est un métier qui fait face, à l'agressivité, la frustration, et qui a une très, très forte dimension psychologique, mais assez poussée. Je sais de quoi je parle pour le coup parce que, avant d'être conseil RH, bah, la première étape, c'était de l'insertion professionnelle, et j'étais pas préparée à ça. Moi, j'avais la dimension, aider les gens, ça c'était top, mais je m'étais pas du tout préparée à ce que je viens de vous évoquer. Et quand on n'a pas tout anticipé, eh bien, pour le coup, ça peut être des reconversions une fois arrivés sur le terrain qui sont dévastatrices parce que, vous avez misé sur un parcours de formation, vous avez mis de l'énergie sur ce parcours, et arrivé en immersion au poste, ça y est, on y est, c'est total déboire. Donc bien évidemment, ce type de choses, on l'anticipe, et au-delà de la démarche documentaire qui est une première étape, il y a le fait d'aller enquêter des professionnels, d'aller échanger. Eux seuls pourront vous donner les avantages, les inconvénients, être honnêtes avec vous aussi sur, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, les difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur poste, et au moins la représentation que vous allez avoir du nouveau métier sur lequel vous souhaitez vous former sera réaliste, et ça, c'est relativement important. Et au-delà d'être important, quand on se lance dans un projet de reconversion, je vous disais que dans 99 des cas, vous allez avoir un parcours de formation, associé à ce projet, et de fait, dans les entretiens de recrutement des organismes de formation, hein, ça fait partie des questions qu'on va vous poser. Pourquoi ce métier? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Et qu'est-ce que vous voulez faire à l'issue de la formation? On est bien d'accord que la formation, c'est qu'un outil pour mettre en place un projet professionnel. Et donc si c'est pas clair sur la finalité, ça rend le parcours d'autant plus compliqué. Donc c'est important que vous puissiez faire cette étape-là, et ça amène parfois à abandonner, hein. C'est-à-dire que jusque-là, tout se présente bien, et puis arrivé à cette phase, vous vous rendez compte que, finalement, vous ne voyez pas du tout faire ça, que les perspectives d'évolution, elles sont à trop long terme, qu'il y a plus de contraintes que d'avantages sur les conditions d'exercice professionnel, ou à contrario, eh bien, ça vous charge à bloc, ça vous donne envie, et auquel cas, c'est super, ça veut dire que du coup, le processus se poursuit. Il y a une autre possibilité, et là, sortie de crise sanitaire, c'est quand même plus simple. Il y a encore quelques mois, quand j'animais ce type d'atelier, c'était plus compliqué pour moi de parler de cet outil. C'est ce qu'on va appeler la PMSMP. Alors, en mémotechnique, avec les demandeurs d'emploi que j'accompagne, on en rigole parce que passe-moi le sel, ma poule, c'est facile à retenir, mais en réalité, c'est période de mise en situation en milieu professionnel. Alors, pour faire simple, hein, c'est une convention de stage qui est donnée par Pôle emploi et qui vous permet de faire une immersion en entreprise sur le nouveau métier sur lequel vous souhaitez vous former. Donc, ça permet de découvrir les conditions d'exercice en situation réelle du nouveau métier sur lequel vous souhaitez vous former. Donc, ça vient confirmer un projet professionnel ou infirmer un projet professionnel. Dans les métiers typiquement à la mode que j'ai en ce moment, négociateur immobilier. Alors, je ne sais pas, Stéphane Plaza fait tellement d'émissions très chouettes que tout le monde a envie d'aller sur ces métiers-là, en tout cas beaucoup. Finalement, la vie en agence, j'en ai quand même qui reviennent. Voilà, entre l'image que j'ai du métier et la réalité, il y a quand même un gap. Si vous avez l'occasion de faire ce type de stage, ça vient valider. 2, ça vous permet d'afficher une transition sur votre CV, donc c'est pas neutre. D'avoir aussi un premier contact réseau dans votre nouveau domaine parce que vous êtes stagiaire, donc vous avez un tuteur, mais vous allez quand même avoir des petites tâches, des missions qui vont vous être confiées. Et de fait, cette référence professionnelle pourra témoigner de votre capacité d'investissement, votre curiosité, etc., etc. Donc c'est quand même un point d'entrée
qui n'est pas inintéressant. Et parfois, d'ailleurs, ça génère le lieu de stage qui arrivera dans le parcours de formation. Ça peut aller jusqu'à 1 mois. Alors attention, les conseillers pour l'emploi ne sont pas hyper friands quand ça dure 1 mois. La moyenne standard que vous obtiendrez facilement, c'est plutôt 2 semaines. Après, légalement, vous avez le droit de demander 1 mois, donc n'hésitez pas. Mais c'est vrai que les conseillers Pôle emploi sont pas très fans, voilà, de prolonger cette durée un maximum. Et au minimum, voilà, on va être sur des durées de 2 semaines, ce qui peut être déjà, voilà, une première étape pour se dire: «J'y vais ou j'y vais pas». Le marché de l'emploi, donc ça, c'est ce que je vais appeler les enquêtes marché. Les enquêtes marché, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'analyse des offres d'emploi. Tiens, je veux faire tel métier, je vais sur Indeed ou sur Pôle emploi. C'est quoi les offres d'emploi? Et j'en fais une petite analyse. Combien d'offres disponibles? Est-ce qu'il y a des postes pour les juniors? Les missions, les tâches, les activités, qu'est-ce qui est demandé? Est-ce que c'est raccord? Quel niveau d'études est demandé pour faire ce type de formation d'emploi? Les salaires, bien évidemment. Et puis, en fonction de ça, eh bien, du coup, je suis dans ma notion de faisabilité. C'est-à-dire que mon enquête marché, il faut aussi qu'elle corresponde à mes contraintes personnelles, de mobilité, entre autres, et de salaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, enquête métier, enquête marché, c'est des mots que vous allez beaucoup entendre dans les projets de reconversion. Est-ce que vous avez fait une enquête métier? Est-ce que vous avez fait une enquête marché? Parce qu'on est sur la base, je dirais, de la réflexion par rapport à ce projet-là. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on est dans notre dernière pastille, le passage à l'action. Donc, si je suis dans le passage à l'action, eh bien, je vais avoir tous mes outils à revoir. CV, lettre de motivation, ma communication LinkedIn, enfin forcément, ma position de départ est plus la même. Donc, partant de là, tous les outils qui tournent autour de moi vont devoir évoluer. Quelle formation j'associe à ça? Est-ce que c'est une courte? Est-ce que c'est une longue? Pour ça, vous avez du coup le site La Bonne Formation, qui est un site qui est la plateforme de recherche de Pôle emploi. Elle est nationale et du coup, vous pouvez trouver les formations sur cette plateforme-là pour vous donner du coup une idée de l'offre de formation par rapport au nouveau métier que vous souhaitez former. Vous avez aussi Pôle emploi Store, qui est la partie plateforme de Pôle emploi qui est assez bien fait. Vous avez des petits tutos sur la formation. Vous avez des exercices aussi qui vous sont proposés. Et il y a tout un pavé sur la formation qui peut vous aider pour pouvoir regarder. Vous avez aussi, bien évidemment, votre compte personnel de formation, qui là aussi recense toute l'offre de formation pour pouvoir aller chercher ce dont vous avez besoin. Alors, par rapport à ce monde de la formation, parce que bien souvent, c'est compliqué pour vous de vous y retrouver, j'ai envie de dire la formation va se mettre en place en fonction du métier que vous avez ciblé. Il y a des métiers, il n'y a pas de débat, je veux devenir coiffeuse, il n'y a pas le choix, c'est un BP coiffure et rien d'autre, ou à minima un CAP coiffure. Je veux travailler dans une crèche, c'est du CAP petite enfance minimum. Voilà, donc il y a certains métiers qui sont réglementés où, de toutes les manières, il n'y a pas de pistes, différentes pistes d'y accéder. Et puis d'autres métiers où vous allez avoir accès à une multitude de formations différentes, ce que je vais appeler des qualifiantes ou des diplômantes. Alors, ce qu'on va appeler les formations qualifiantes, ce sont des formations qui vous qualifient, comme leur nom l'indique, à un métier, mais qui ne délivrent pas de niveau d'études spécifique. Elles vous qualifient à un métier. Vous allez avoir des formations qui peuvent être qualifiantes et certifiantes. Donc là, ça veut dire qu'on rentre dans des formations qui vous qualifient pour un métier, mais qui là, parce qu'elles sont certifiantes, peuvent vous délivrer un niveau d'études spécifique. Alors bien souvent, les formations certifiantes, vous allez les retrouver avec des intitulés type RNCP, ce qu'on va appeler les titres RNCP. Ce sont des formations qui sont rattachées au ministère du Travail et non à l'Éducation nationale, qui est plutôt le type de formation auquel vous allez accéder dans des projets de reconversion, qui sont ce qu'on appelle les formations accessibles dans le cadre de la formation continue pour adultes. D'accord? Donc, les titres RNCP, les certifications professionnelles ou les formations qualifiantes. Techniquement, quand on parle de ces formations-là, on ne devrait plus utiliser le mot diplôme, parce que le mot diplôme n'appartient qu'à l'Éducation nationale.
Sauf que dans l'inconscient des gens, certifiant, ça ne vous parle pas. Donc, les organismes de formation, nous les premiers d'ailleurs, on continue à utiliser le mot diplômant pour que vous compreniez qu'il y ait une délivrance à la fin de la formation équivalente à un bac+2 ou bac+3. Mais normalement, sachez que pour tout ce qui est certification professionnelle, on ne devrait pas utiliser le mot diplôme. Donc ça, les titres RNCP ou formation certifiante, ça va varier entre 6 et 10 mois de formation en fonction de ce que vous souhaitez faire. La plupart de ce type de formation inclut un stage en entreprise qui va varier de 3 semaines à 2 mois, c'est à peu près la moyenne. Posez-vous les bonnes questions. Avoir de la connaissance quand on se reconvertit, c'est bien, mais avoir des compétences, c'est quand même mieux. Donc l'intérêt d'avoir un stage associé à un parcours de formation, c'est que vous transformez certaines de vos connaissances en savoir-faire du fait de la période de stage en entreprise. J'ai peu de croyances concernant les offres de formation sans stage sur leur capacité à vous rendre employable. Alors certes, ça va être plus court, moins cher en règle générale parce que beaucoup plus court, mais quelle efficience? Bah, je ne suis pas certaine que ça le soit vraiment. Sauf si on est sur des choses très très courtes. Enfin, de la reconversion, ce que je vais appeler partielle. Je suis assistante de direction, j'ai tout le socle assistanat, je veux me former qu'à la partie RH. Bon, si je me forme qu'à la partie RH, ça peut peut-être justifier voilà, qu'il n'y ait pas de stage en entreprise pour que je puisse aller chercher du travail. Néanmoins, ça ne mettra pas la première ligne sur votre CV d'une expérience professionnelle. Vous voyez que les stages en entreprise inclus dans vos parcours de formation, ça sert à créer une première amorce ou à co-construire quelque chose avec une entreprise au vu de pérenniser sur un contrat de travail. On n'est plus comme à l'école sur la formation initiale où on va vous demander de chercher un stage pour valider votre diplôme. On va plutôt être dans l'idée de chercher un stage pour co-construire quelque chose et être gardé à l'issue, générer un contrat de travail. Donc, on n'est pas vraiment dans la même posture. Après, les formations courtes au sens reconversion, ça n'existe pas vraiment en court. Alors après, ça dépend. Hein. 6 mois, vous allez peut-être trouver ça court, d'autres vont trouver ça extrêmement long. Il y a peu de formations très, très courtes sur la reconversion totale. Mais vous pouvez avoir une adaptation de compétences. Et donc là, c'est ce que je vais appeler de la formation courte. Mais en moyenne, on est plutôt voilà, sur des parcours de formation qui vont aller de 6 à 10 mois en fonction de ce que vous allez souhaiter faire, voire plus. Alors pour finir, bah, du coup, sur le schéma de la formation, hein, nous, IFOCOP, sur votre territoire, on est à Villeneuve-d'Ascq, pour être exact. Donc IFOCOP, c'est une association qui a plus de 50 ans et qui, initialement, pour la petite histoire, a formé les salariés quand les halles de Paris ont déménagé à Rungis. Il y a eu tout un accompagnement des salariés parce que certains n'ont pas pu suivre. Ce n'était pas du tout la même zone en termes de travail. Et donc, il a fallu accompagner la reconversion de ces salariés qui ne pouvaient pas switcher des halles de Paris jusqu'à Rungis. Donc, le commerce. Et puis, petit à petit, ça s'est élargi dans le domaine tertiaire avec la volonté d'avoir ses propres certifications, ses propres diplômes. Donc, aujourd'hui, on est sur à peu près 3000 stagiaires par an de formés. Chaque parcours de formation chez nous est associé à une période de stage en entreprise, d'où la notion voilà, d'employabilité qui, pour nous, est importante. On est sur des parcours de formation de 8 mois en moyenne, qui vont aller de ce qu'on appelle le niveau 4 au niveau 6. Donc, niveau 4, sachez-le, c'est bac, parce que les niveaux ont changé il y a peu de temps. Donc, niveau 4, c'est bac. Niveau 5, c'est bac+2, alors qu'il y a 3 ans en arrière, le niveau 5, c'était BEP, CAP. Donc, c'est important que vous ayez ce repère. Niveau 5, donc c'est du bac+2. Niveau 6, bac+3-4. D'accord ? Donc là, bah, du coup, vous voyez la famille de métiers sur lesquels on forme. Ça passe de la qualité aux ressources humaines, à la compta, à la paye, à toute la filiale du domaine administratif, qui sont des secteurs où on retrouve beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'en démarrage, je disais, on a beaucoup de femmes qui viennent sur nos métiers, avec autant de théorie que de pratique chez nous, c'est-à-dire 4 mois de formation théorique qui vont se suivre de 4 mois de stage en entreprise. Donc, des parcours de formation de 8 mois qui peuvent être accessibles aussi en contrat de professionnalisation.
C'est-à-dire que quand on a plus de 30 ans, on n'est pas obligé de faire de la formation initiale, hein. Vous pouvez aussi faire de la formation en alternance. Donc, pour les moins de 30 ans, c'est ce qu'on va appeler le contrat d'apprentissage. Pour vous, c'est ce qu'on va appeler le contrat de professionnalisation, qui est donc un contrat en alternance. C'est un contrat de travail signé avec une entreprise, hein, où vous allez faire votre formation en alternant la théorie et la pratique. Minimum de rémunération du fait d'avoir 30 ans et plus, on est sur un SMIC au minimum, malgré le fait que vous ne soyez pas à temps plein dans l'entreprise. Bien souvent, c'est des CDD, mais il peut y avoir des contrats de professionnalisation CDI, c'est-à-dire que ce projet de formation est mis préalablement avant que votre CDI démarre. Donc ça, c'est une possibilité aussi que vous avez en termes de formation, pas que chez Ifocop, hein. Le contrat de professionnalisation, c'est un dispositif auquel vous avez le droit. Donc, quand vous repérez une école en Hauts-de-France, vous pouvez tout à fait leur demander si leurs parcours de formation sont ouverts au contrat de professionnalisation. Après, chaque école va travailler avec des entreprises et donc peut avoir des entreprises qui recherchent des profils. Et donc, à ce moment-là, on soumet les CV des candidats et des candidates qu'on a en attente sur ce type de formation. La différence, c'est que le contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail, donc on ne peut pas démarrer la formation tant qu'on n'a pas trouvé l'employeur avec qui signer ce contrat. Alors que la formation initiale, il y a une date de début, une date de fin. À partir du moment où mon projet est monté avec Pôle emploi et que j'ai obtenu mes financements pour entrer en formation, je peux démarrer ma formation et mon stage en entreprise, bien évidemment, le trouver bien après. Voilà, ça va être propre à chacun et chacune et à l'accompagnement du conseiller Pôle emploi. Le conseiller Pôle emploi, sachez-le, dans le cadre de votre projet de reconversion, il a sa place. Le conseiller Pôle emploi n'aime absolument pas être mis sur le fait accompli. Donc, à partir du moment où vous rentrez sur un processus de réflexion, de changer de métier ou de vous réorienter, même si vous le voyez une fois tous les 6 mois ou qu'il vous appelle une fois tous les 3 mois, tenez-le informé. Voilà, parce qu'au moment où il faudra faire le montage administratif de votre dossier, vous avez beau être accompagné par des organismes divers et variés, que ce soit Force Femmes ou d'autres structures, votre statut de demandeur d'emploi étant rattaché au Pôle emploi, c'est important que vous puissiez le tenir informé de votre démarche et de votre réflexion. Réseau entreprise, mais ça, je vous ai dit, stage en entreprise. Donc, à partir de là, forcément, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec nous et on a un réseau d'anciens stagiaires qui peuvent être gardés dans leurs entreprises de stage et du coup, eux-mêmes rechercher des stagiaires ou tout simplement embaucher. Voilà. Si vous voulez d'autres informations, il y a le site internet d'Ifocop et je vous affiche mes coordonnées, donc numéro de portable et adresse mail. Pour celles qui souhaiteraient poser des questions un peu plus personnelles que celles que vous avez peut-être posées via le chat, pour pouvoir échanger sur votre projet professionnel. Caroline, je suis contente parce que je suis dans les temps. Oui, c'est parfait. Vous êtes pile poil. Du coup, on a le temps de poser quelques petites questions. Je vous écoute. Alors, je les ai notées, mais je cherche mon document. Ah, voilà. Du coup, donc quelqu'un demande si on a la possibilité, lorsqu'on ne dispose pas de diplôme, de transformer des années d'expérience de manière à avoir une équivalence. Oui, alors il existe deux possibilités. Ce qu'on va appeler la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis par l'expérience, où là, je vais me faire valider un diplôme en lien avec mon expérience professionnelle. J'ai arrêté au bac, j'ai eu un poste de responsable commercial. Le problème, c'est que quand je recherche du travail, ça demande des bac plus 3 en commerce. Je peux me faire valider une licence au commerce au vu de mon expérience professionnelle. Il faut trouver le diplôme que vous souhaitez valider. Il faut 1 an d'expérience professionnelle dans le métier visé, minimum. Je choisis le diplôme, je me rapproche de l'école qui propose ce diplôme. Vous allez avoir ce qu'on appelle un dossier à monter qui s'appelle une demande de recevabilité, où l'école va vérifier que votre candidature est recevable. Vous allez devoir ensuite, en deuxième étape, rédiger une sorte de mémoire qui relate le lien entre ce qu'il y a en termes de compétences visées dans le diplôme et ce que vous avez fait dans votre travail. Et vous allez soutenir à la fin de ce travail-là
ce mémoire devant un jury qui va estimer si oui ou non vous avez l'équivalence d'une licence en commerce. L'équivalence peut être totale, donc sur mon exemple, on peut vous délivrer une licence en commerce, ou alors partielle, c'est-à-dire qu'on va vous délivrer 2 modules sur 3 et on va vous dire vous n'avez jamais travaillé à l'international, donc sur la partie internationale, il faut aller se former pour pouvoir avoir l'obtention du diplôme complet. Mais du coup, au lieu de faire 1 an en bac+3, vous allez peut-être faire 2 mois du bout de formation qui vous manque. Et l'autre dispositif s'appelle la VAP. J'ai un bac, mais je veux faire une formation bac+3. Vous pouvez quand même rentrer sur une formation bac+3, même si vous n'avez pas de bac+2 validé. Chaque école a son propre système de sélection. Et quand ce type de candidature se présente, on met en place ce qu'on appelle la validation des acquis professionnels, ce qui est différent de la VAE, puisque là, ça ne vous valide pas de diplôme. C'est juste une reconnaissance académique pour le centre de formation. C'est-à-dire qu'on va sécuriser que vous ayez bien le niveau équivalent bac+2 par rapport à votre expérience pour qu'on vous mette en formation sur une formation qui délivre un bac+3. Merci Amandine. J'ai d'autres, du coup, vous concernant. Si je souhaite faire une formation avec vous, je suppose que c'est à nous de trouver l'entreprise. Si oui, justement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une entreprise qui voulait investir sur moi, vu que j'ai plus de 45 ans. Alors, l'entreprise, elle est à trouver à partir du moment où on rentre en formation. C'est je rentre en formation, je monte en compétences. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je monte en compétences, j'ai des choses à vendre et à proposer à une entreprise. Et là, je cherche mon entreprise de stage. Elle n'est jamais à trouver avant, puisque forcément, avant d'avoir un socle de compétences dans le nouveau métier, c'est plus compliqué. A contrario, nos entreprises aiment beaucoup les profils adultes parce que vous avez une première partie de vie professionnelle. Certes, dans le nouveau métier visé, vous êtes tout neuf, mais par contre, vous avez tous vos acquis précédents qui font aussi votre force par rapport à un jeune qu'on prendrait en contrat d'apprentissage. Donc, on va avoir des entreprises qui viennent aussi nous chercher justement par rapport à la qualité de ces profils adultes où les codes de l'entreprise, entre guillemets, ne sont pas du tout à retravailler et on est tout de suite sur quelque chose de très opérationnel. Et du coup, est-ce que c'est facile de trouver une entreprise? Est-ce que vous, si vous avez des entreprises partenaires, est-ce que Alors, il y a est déjà arrivé que ça... Les entreprises, on en a qui nous sollicitent pour avoir des stagiaires. Après, par définition, le stage, il est utilisé préalablement à une embauche. Donc, si c'est moi qui vous place dans une entreprise, ça a quand même moins de chances d'être pérennisé que si c'est vous qui avez réussi à vous vendre dans une entreprise qui avait un besoin pour que ça se poursuive en contrat de travail à l'issue. Donc oui, on peut être amené à vous proposer des entreprises de stage. Encore faut-il que ça corresponde à votre mobilité et votre projet professionnel à ce moment-là. Mais c'est plutôt vous qui allez rechercher votre entreprise de stage par rapport à votre projet professionnel. Alors, on sort d'un contexte là, effectivement, d'une année qui a été extrêmement difficile pour les stagiaires, puisque les périodes de stage entre le télétravail et les entreprises fermées, on n'a pas été dans les meilleures conditions pour mettre des périodes pratiques en entreprise. Néanmoins, là, j'ai bon espoir qu'on puisse retourner sur des conditions d'accueil des entreprises traditionnelles et donc faciliter votre recherche de stage. Super. Est-ce que vos frais d'accompagnement sont pris en charge par Pôle emploi? En partie, oui et non. Vous avez le droit en tant que demandeur d'emploi à ce qu'on appelle l'AIF, qui est l'aide individuelle à la formation, qui permet de financer une action de formation. Donc, à partir du moment où le projet professionnel est validé par le conseiller Pôle emploi, vous pouvez faire ce type de demande. Après, sachez que Pôle emploi va vous demander prioritairement de trouver les formations financées par le Conseil régional Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui sont déjà gratuites pour les demandeurs d'emploi, donc financées par votre région, où il ne vous reste plus qu'à candidater pour pouvoir intégrer ce type de formation. Donc, quoi qu'il arrive, avant de demander un financement au Pôle emploi, toute formation confondue, il faut s'assurer que ce type de formation n'existe pas. D'accord. Et est-ce que, du coup, quelqu'un pose une question, il semblerait que Pôle emploi ne finance pas des formations aux personnes ayant déjà un bac+4, 5. Est-ce que c'est vrai?
Disons que plus vous êtes qualifié, moins Pôle emploi va estimer que votre projet de formation est nécessaire. Là aussi, c'est toute la subtilité de comment j'ai travaillé sur mon projet de reconversion. Si j'ai demandé un actif projet à mon conseiller Pôle emploi, donc j'ai fait un travail de fond sur mon projet qui va valider mon projet de reconversion. Et donc, de fait, derrière, ça induit que je vais faire une action de formation et demander un financement. Donc, peut-être plus de facilité pour obtenir des accords de prise en charge. Il n'y a rien d'exact. Malheureusement, il y a une dimension humaine qui n'est pas neutre, hein. C'est quel conseiller ou quelle conseillère j'ai en face de moi, quelle croyance elle a par rapport à ce nouveau projet. Est-ce que je suis en capacité de prouver que dans le nouveau métier sur lequel je souhaite me former, il y a du boulot en France et que donc c'est nécessaire. Voilà, il y a des métiers sur lesquels vous n'aurez absolument pas de mal à obtenir des financements, typiquement pour tout ce qui est le développement de sites Internet, ce qu'on va appeler les métiers du web qui sont en tension, où on recrute beaucoup de développeurs, ou dans le domaine informatique où il y a des carences, la cybersécurité, etc. Là, c'est des métiers, par exemple, sur lesquels, bac+4 ou pas, on sait qu'il y a du travail derrière, donc on financera assez facilement ce type de projet. Par contre, j'ai un bac+4, je veux repasser une formation de secrétaire ou autre, forcément plus compliqué. Mais ce n'est pas une chance exacte. Ce n'est pas parce que j'ai un bac+4 que je ne peux pas obtenir de financement. Ok, ça marche. J'ai une personne qui, alors je vous pose quand même la question, elle dit: je suis frontalière en Belgique, au chômage en Belgique depuis juillet 2020. Je possède un CPF acquis en France depuis de nombreuses années. Mon CPF est-il toujours d'actualité? Première question. Et puis suivre une formation en France en sachant que mes droits au chômage avec le Forum, du coup, Pôle emploi Belgique, vont diminuer en septembre. Alors, ce n'est pas incohérent. Alors, le CPF, il est acquis à vie, hein. C'est-à-dire que même à la retraite, votre CPF, il est encore actif, hein. Le CPF s'arrête à partir du moment où on déclare, où on donne un certificat de décès à la Caisse des consignations et de dépôt. C'est la grande nouveauté du CPF. Donc, si ce droit il a été acquis pendant votre expérience en France, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour une action de formation, mais pour le coup, en France. Après, ça sera sous réserve que votre conseiller qui vous accompagne en Belgique accepte que pendant que vous êtes payé par eux, vous fassiez une formation. Donc là aussi, avantage, inconvénient, combien de temps dure la formation? Avec votre CPF, vous pourriez vous financer votre formation, par exemple, diplômante, mais on est sur 8 mois de formation. Est-ce que je peux tenir 8 mois de formation comme ça? Et est-ce qu'en Belgique, on m'autoriserait à suivre cette formation pendant 8 mois? Très bien. Est-il possible pour une fonctionnaire de l'État de faire appel à Pôle emploi pour une reconversion? C'est une bonne question. Eh bien, à partir du moment où vous êtes inscrite comme demandeur d'emploi, quel que soit votre statut, vous pouvez bénéficier de tout ce qui est outils de droit commun, c'est-à-dire tous les outils proposés par Pôle emploi. Autant quand on est salarié, ce n'est pas le cas. Il y a des choses pour les salariés du privé, des choses pour les salariés de la fonction publique, territoriale ou hospitalière. Mais à partir du moment où vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier de tout ce que propose Pôle emploi. Donc, la PMSMP, les aides au financement, les aides à la mobilité, les formations financées par la région ou les aides à la mobilité proposées par Pôle emploi. À l'âge de la retraite, alors je pense que Annick est proche de la retraite. À l'âge de retraite, encore à Pôle emploi, plus je me formais pour 1 an. Alors, le problème de la retraite, c'est que là, on va vous laisser seul avec votre CPF. Pôle emploi, très clairement, n'investira pas sur un parcours de formation si vous êtes à la retraite, fin d'indemnité dans 1 an ou quelque chose comme ça, très clairement. Ça, il y a très peu de chance. Alors, soit vous tombez sur un super conseiller, mais j'en doute. Mais par contre, voilà, la seule chose qui vous reste, c'est votre CPF. Et pour tous les autres aussi, je ne l'ai pas dit, mais les caisses de retraite complémentaires ont ce qu'on appelle un fonds social. Vous avez tous, en tant que salarié, cotisé auprès de caisses de retraite complémentaires. Je vous invite à contacter votre caisse de retraite complémentaire, à demander le service social. Il faut savoir que le service social a 2 actions prioritaires: le maintien des actions des personnes âgées à domicile, jusque-là c'est logique, mais peuvent avoir aussi des aides au financement de projets de formation pour les demandeurs d'emploi. Et donc parfois, ça peut aller de 500 à 5 000 € en fonction de votre âge, de ce que vous avez cotisé. Donc ça peut être aussi une piste pour obtenir des financements. Ok, super. Alors, il y a d'autres questions, mais peut-être certaines vont devoir nous quitter. Du coup, elles demandent les exercices que vous avez évoqués au début. Oui, elle m'envoie un mail à afaucher@ifocop.fr.
Voilà, et du coup, je leur enverrai les exercices. Qu'elles Ok. prennent mon adresse mail et qu'elles me demandent les exercices. Ok, super. Comment obtenir la liste des métiers dits en tension par département? Alors, vous pouvez aller sur le site de Transition Pro Hauts-de-France, qui est l'organisme qui finance les formations de reconversion pour les salariés en CDI. Mais ils ont, eux, des listes prioritaires de métiers dits en tension ou porteurs. Donc, ça peut déjà être une base de travail. Et Oui. après, vous avez sur le site de Pôle emploi ce qu'on appelle la BMO, c'est le besoin en main-d'œuvre, où vous pouvez faire des filtres par région. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas, comme c'est un forum régional, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes de partout en France. Ah, c'est partout en France. Ah bah, la Pas transition pro seulement, de votre région. Pardon. Voilà, chaque région, chaque transition pro de sa région, donc Hauts-de-France pour Hauts-de-France, Occitanie pour Occitanie, et Île-de-France pour Île-de-France, et ainsi de suite, va avoir ses listes de métiers en tension. Ou après, besoin en main-d'œuvre, ce qu'on appelle la BMO de Pôle emploi, qui peut vous permettre d'avoir des indicateurs sur votre territoire. peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Comment est pris en charge le coût de la formation en contrat de professionnalisation? Le contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail. Donc, l'employeur avec qui vous allez signer le contrat va vous verser un salaire. Vous serez donc plus demandeur d'emploi. Et les frais de formation sont financés par ce qu'on appelle l'OPCO, qui est l'opérateur de compétences auprès duquel l'entreprise a collecté ses droits à la formation précédemment. Aujourd'hui, les OPCO ont deux missions, financer les plans de formation, enfin trois, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Très bien. Quel est le coût du stage pour l'entreprise? Eh bien, ça dépend de la formation. Nous, on est sur des formats de formation, effectivement, où à l'entrée, on vous demande 20% des frais de formation. Donc, ça va aller de 1 200 € à 1 900 € de frais de formation à financer au démarrage. Et entre 4 000 et 6 000 € de frais de formation à financer par l'entreprise qui vous accueille en stage selon le parcours de formation que vous allez souhaiter faire. Ok, ça marche. Quels sont les métiers évolutifs aujourd'hui sur lesquels on peut regarder, qui sont intéressants? Bah, métier évolutif, après, nous, on est beaucoup sur des fonctions support, donc qui sont transverses, qui servent à toutes les entreprises. Après, les métiers de l'informatique sont beaucoup demandés. Nous, on ne forme pas sur ces sujets-là. Et puis, bah, tout ce qui va être de l'ordre voilà, du support, de l'assistanat. La compta, la paye, c'est des métiers en tension. Il y a énormément de postes en paye et en comptabilité, mais personne ne va aller sur ces métiers-là, par exemple. Beaucoup de gens qui ne veulent pas aller sur ces métiers-là. Ok. Oui, Sarah, elle a répondu comment obtenir la liste des métiers. On a répondu du coup sur. Alors, n'hésitez pas, il reste. Bon, il est 16h30, mais si vous avez encore une petite question, sinon on va clôturer le webinaire. J'ai remis dans le chat du coup l'adresse d'Amandine à fauchère@ifocop.fr. N'hésitez pas du coup à lui écrire. On nous dit la paye, métier très ingrat. Alors, on a une gestionnaire de paye à solliciter du coup pour une enquête métier alors. Merci à vous, mesdames, d'avoir suivi tous ces webinaires, toute cette journée. C'était très, très dense. Du coup, je vous rappelle que les webinaires seront postés sur la chaîne YouTube, je pense, jusqu'en septembre, le temps que vous puissiez les regarder en replay. Et je vais vous remettre peut-être le lien. Sarah, peut-être que tu peux remettre le lien YouTube pour celles qui sont intéressées pour nous suivre. Voilà, et puis n'hésitez pas à regarder aussi sur le site Force Femmes. Nous sommes présents sur LinkedIn, Instagram. N'hésitez pas aussi à nous suivre. Vous serez comme ça informés de tout ce qui se passe chez nous. Voilà, merci à vous. Vraiment, merci de vous être connectés aujourd'hui. Et puis, merci Amandine pour votre présence. Avec plaisir. Eh bien, belle continuation à toutes et n'hésitez pas. Merci pour l'invitation, Caroline et Sarah. À bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir, mesdames.